S'il y a bien un sujet qui devrait être prioritaire dans un projet d'autonomie, c'est sans aucun doute le sujet de l'eau. Demain, si vos robinets s'arrêtent de couler ou vous distribuent de l'eau non potable, la question de l'eau vous fera oublier tous vos problèmes. L'accès à l'eau potable est tellement familier que l'on a tous oublié son caractère essentiel. Dans notre royaume d'enfants gâtés, l'eau coule à flot et c'est normal. L'eau est tellement banale qu'on a décidé de chier dedans. Du coup, on ne devrait pas s'étonner après d'avoir du mal à définir ce qu'est une eau potable. Alors c'est quoi une eau potable? Surtout pour nos services publics. Déjà rien que derrière l'expression, on devrait se méfier. Potable et c'est synonyme d'acceptable, de passable. Donc à nos robinets coule une eau passable. Le mot potable dans l'expression eau potable fait référence à une valeur repère estimée pour une substance donnée présente dans l'eau de boisson. Cette valeur serait, selon les organismes mesureurs, une estimation de la concentration pour cette substance qui ne représenterait aucun risque pour la santé d'une personne qui consommerait cette eau toute sa vie. Cette valeur repère est calculée à partir d'un groupe de population le plus sensible, comme les femmes enceintes et les nourrissons. Et elle est fonction de la dose journalière acceptable. Cette dose journalière acceptable est la quantité de cette substance présente dans l'eau de boisson qui peut être ingérée quotidiennement toute sa vie sans risque pour la santé. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Vous savez ce qu'est toute sa vie? J'ai le regret de vous informer que ça s'arrête à 70 ans. On considère que si la substance en question ne nous fait rien jusqu'à nos 70 ans, alors elle n'est pas dangereuse pour la santé. Par contre, si on tombe malade après 70 ans, c'est pas grave. Remarque, vous pouvez me dire que c'est déjà pas mal 70 ans. Mais moi je considère que cette approche met en lumière la façon dont nos services publics considèrent notre santé. En gros, on veut éviter d'être malade. On ne cherche pas la santé. On se contente d'eau potable et on ne cherche pas une eau bénéfique à notre santé. À titre d'exemple, pour les nitrates, la dose journalière acceptable est équivalente à une consommation de près de 6 litres d'eau ayant une concentration en nitrate de 10 mg par litre pour une personne de 70 kg. Aujourd'hui, la norme pour que cette eau reste potable, cette norme est de 50 mg par litre. Cependant, il y a des départements en France où le seuil des nitrates est largement dépassé. Mais on considère que c'est pas trop grave si ça dure pas trop longtemps. Sachez quand même que dans les années 50, le taux des nitrates dans les rivières était autour de 1 mg par litre. À force de bombarder nos champs d'engrais, il ne faut pas s'étonner de voir les taux de nitrates monter en flèche. Mais ce n'est pas suffisamment inquiétant pour que les pouvoirs publics prennent des mesures. L'eau représente un pouvoir important. Et comme autour du pétrole, il y a des enjeux économiques colossaux. Vous comme moi, on ne se fait plus trop d'illusions sur la priorité entre l'argent et notre santé. Donc à partir de là, est-ce que ça vous paraît sain de boire l'eau du robinet tous les jours? Moi, pour l'instant, j'ai fait mon choix et aujourd'hui, je bois de l'eau en bouteille. Personnellement, je mets en doute les critères de potabilité des services publics. Je préfère me plonger dans le sujet pour me faire ma propre idée. Pour construire l'idée que je me fais d'une eau compatible avec la vie et la santé, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ma femme qui se forme en médecine chinoise, mon beau-père qui lui aussi vise l'autonomie en eau, la multitude des publications sur le sujet disponibles sur internet et mon intuition. Cette dernière, ça peut vous paraître anodine, mais si je vous montre cette eau, et maintenant celle-ci. Laquelle aimeriez-vous plutôt boire? Tout ce qui va suivre est le raisonnement que j'ai construit avec ma femme, et il ne constitue en rien une vérité. L'objectif est ici de vous présenter notre raisonnement pour vous aider à construire le vôtre. Je vous rappelle qu'un projet d'autonomie est avant tout un projet de responsabilisation. Donc méfiez-vous de ce que je peux vous dire. Vous devez chercher par vous-même et prendre la responsabilité de vos actions. Le sujet de l'eau est suffisamment important pour que vous preniez la peine de vous documenter. La santé de toute votre famille est en jeu dans l'affaire. Alors vous ne devez croire personne sur parole, surtout quand il y a de l'argent à la clé. Selon moi, je vois 3 critères importants à surveiller pour boire une eau de façon quotidienne. Le premier critère concerne la minéralité de l'eau. Pour se représenter au mieux ce que devrait être une bonne eau de boisson quotidienne, il faut se demander à quoi sert l'eau pour notre corps. L'eau n'a pas pour fonction de nous nourrir, mais de nous hydrater et de nous nettoyer. Il faut savoir que les substances présentes dans l'eau sont difficilement disponibles pour le corps humain.
Donc boire une eau riche en calcium parce que l'on est carencé en calcium n'est pas la bonne stratégie pour réduire cette carence. On dit que les minéraux présents dans l'eau ne sont pas biodisponibles. La fonction de l'eau est de faciliter le nettoyage du corps en offrant un milieu le plus proche possible de notre milieu cellulaire, pour faciliter les échanges. Durant la scolarité, on nous apprend l'effet de membrane, qui a pour principe la recherche de l'équilibre. En résumé, si vous mettez d'un côté de l'eau très salée et de l'autre une eau de source, et que les deux sont séparés par une membrane perméable, un peu comme la membrane de nos cellules, alors le sel va chercher à passer au travers de la membrane pour aller dans l'eau où il est le moins concentré. En bref, les molécules présentes dans l'eau ont tendance à migrer naturellement du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Avec ces deux postulats, l'eau a pour fonction de nettoyer le corps et pour ce faire, elle doit ressembler à l'eau de nos cellules. Il me semble cohérent de dire que notre eau de boisson quotidienne doit être faiblement minéralisée. Alors je ne suis pas capable de définir une valeur. Et je vais donc faire confiance à ce que j'ai pu trouver à droite à gauche. Une bonne eau de boisson devrait avoir une minéralité comprise entre 20 et 80 mg de résidus à sec. C'est une valeur que l'on trouve sur toutes les eaux en bouteille et qui peut grimper en flèche sur certaines eaux minérales. Alors attention, quand on parle de minéralité, ça s'applique à toutes les eaux. Exemple, l'eau de source Montcalm a une minéralité de 32 mg par litre, alors que l'eau minérale Montraucou a une minéralité de 22 mg. Pour l'occasion, j'ai aussi acheté un testeur pour mesurer l'eau de mon robinet, et je trouve une valeur qui oscille entre 150 et 170 mg par litre. J'ai aussi testé l'eau de pluie que je peux collecter sur mon terrain, et là je trouve une valeur autour de 20 et 30 mg par litre. Ça c'est l'eau de la citerne. « 17 ppm. On va essayer l'eau de la mare. « 47-48 ppm. Alors attention, ce premier critère ne suffit pas à dire si l'eau est bonne à boire. On peut juste en conclure que l'eau de pluie peut être une bonne base pour devenir une eau de boisson quotidienne. Le second paramètre qui me semble capital de surveiller, c'est le pH de l'eau ou son potentiel hydrogène. Sans entrer dans les détails, il me paraît évident de rechercher une eau proche de la neutralité, c'est-à-dire autour d'un pH de 7. Pour un réglage plus fin, j'ai lu pas mal d'articles qui recommandent de boire quotidiennement une eau légèrement acide avec un pH entre 6, 5 et 7. Il semblerait que de boire une eau faiblement basique soit mauvais pour la santé à long terme. L'eau qui arrive directement dans notre estomac, qui est un milieu acide, perturberait le milieu si elle est basique et imposerait un effort supplémentaire à notre corps pour maintenir l'acidité de l'estomac. Dans une optique d'utiliser l'eau de pluie comme eau de boisson quotidienne, il me semble assez simple de maîtriser le pH de l'eau. Sachant que l'eau de pluie est acide et que le stockage en cuve béton a tendance à neutraliser cette acidité. Là encore, l'eau de pluie me semble être une bonne eau brute. Pour qu'une eau soit bonne à boire et bénéfique à la santé, il faut bien sûr qu'elle ne contienne aucun contaminant nuisible à notre santé. C'est le troisième critère à surveiller. Il faut donc éliminer les bactéries, les métaux lourds, les nitrates, les résidus de médicaments, les virus, les hydrocarbures, les pesticides, bref une multitude de composés dont il est difficile de contrôler la présence. Pour éliminer tous ces polluants, la seule méthode à ma portée, c'est la filtration. Cependant, ce n'est pas si simple. Pour vous aider à vous représenter l'ampleur du travail, il faut descendre dans l'échelle des unités de mesure. Une molécule d'eau, ça se mesure en picomètres, en gros 0,000001. Il y en a encore d'autres, mais je n'ai pas dû tous les citer. C'est très petit et donc ça passe très facilement dans les trous de certains filtres que vous connaissez bien. Seulement, les trous de ce genre de filtre sont en micromètres, et ce qui veut dire que l'ensemble des éléments du tableau périodique, donc tous les minéraux présents dans l'eau de base que vous allez filtrer, se retrouveront après la filtration. C'est pour cette raison qu'après filtration,
la minéralité de mon eau du robinet baisse très peu. Les molécules de calcium, de fluor, de nitrate, etc. sont passées à travers le filtre. Et plus embêtant encore, les virus passent aussi à travers, car leur taille varie entre 30 et 300 nanomètres. J'ai contacté Aquatechnique et Berkey à ce sujet. La réponse de Berkey est vague et laisse entendre que leur filtre stoppe les virus. Quant à Aquatechnique, qui propose les filtres Doulton, leur réponse est claire, ça ne filtre ni les virus ni les nitrates. Regardez ce genre de tableau. Quand on raisonne seulement autour de la taille des particules, on voit qu'il faut se tourner vers l'ultrafiltration, voire la nanofiltration pour éliminer les virus. Or Berkey parle bien de microfiltration avec ces filtres. Cependant, il y a un autre principe à prendre en compte, c'est le côté actif du charbon. En résumé, le fait de calciner toute matière organique végétale riche en carbone à haute température donne une propriété très intéressante au charbon. Il devient comme une sorte d'aimant qui a tendance à retenir certaines particules comme les métaux lourds. C'est le pouvoir adsorbant du charbon actif. Et j'ai pas zozoté, c'est bien adsorbant. Du coup, ça permet de comprendre que ce charbon puisse retenir des particules plus petites que les pores qui constituent ce charbon. Seulement, je ne connais pas la liste des éléments retenus par le charbon. Et je ne suis pas en mesure de vérifier simplement si, après le passage au travers de ce charbon actif, mon eau est débarrassée de ces contaminants. De plus, le pouvoir adsorbant du charbon décline avec le temps et il finit par s'engorger. C'est pour cette raison qu'il faut changer régulièrement les filtres. C'est en voyant l'omniprésence du filtre Berkey que j'ai fini par acheter ce système pour mon eau de boisson. Je voulais tester par moi-même. Je pense que le pouvoir adsorbant du charbon actif est une bonne solution pour éliminer bon nombre de polluants. Seulement, ça me semble insuffisant dans l'optique d'une utilisation quotidienne, que ce soit à partir de l'eau de pluie ou de l'eau du service public. De plus, l'utilisation de ce genre de filtre dans une optique d'autonomie me paraît contradictoire. D'un côté, on rejette le service public car on n'a plus confiance à cause en partie des forts lobbies autour de l'eau, mais on se jette dans les bras d'un commerçant qui nous propose une solution miracle dont on ne connaît pas bien l'efficacité et dont il faut racheter les filtres régulièrement. Les conclusions auxquelles j'arrive aujourd'hui, alors attention à ceux qui découvriraient cette vidéo après sa publication, car mes conclusions peuvent changer dans le temps. Donc les conclusions que je tire déterminent 3 grands paramètres à contrôler et maîtriser pour mon eau de boisson. Une minéralité faible, comprise entre 20 et 80 mg par litre, un pH légèrement acide, compris entre 6, 5 et 7, et un dernier critère, bien plus complexe, aucun contaminant. Autant les 2 premiers critères me semblent assez simples à obtenir et à maintenir dans un projet de collecter et de potabiliser l'eau de pluie. Par contre, le dernier critère est plus difficile à obtenir, car je n'ai pas envie de devenir dépendant d'un fournisseur quelconque. À ce jour, j'aurais tendance à vouloir me tourner vers l'osmose inverse pour mon eau de boisson et la filtration simple pour le reste de l'eau domestique. Je vais étudier par moi-même la filtration de l'eau de pluie à partir de charbon que je vais essayer de produire de façon autonome. Quant au sujet de l'osmose inverse, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. À bientôt!